TV Liberté est la cible d'une offensive politique sans précédent. Nos comptes bancaires ont été brutalement fermés. Cette censure déguisée vise à nous étouffer financièrement et à briser notre indépendance éditoriale. Mais face à cette agression, la riposte s'organise. Deux actions sont aujourd'hui prioritaires pour défendre la liberté d'informer. Faire un don immédiatement pour compenser l'asphyxie financière programmée. Nous avons mis en place une solution totalement sécurisée. Et ensuite signer la pétition lancée pour dénoncer la censure bancaire qui menace tous les médias libres. C'est ensemble que nous tiendrons bon. Ne laissons pas le pouvoir, c'est lui le responsable. Le pouvoir et l'extrême centre faire taire une voix dissidente du paysage audiovisuel français. Ils nous coupent les vivres, on se relève. Ils nous censurent, on parle plus fort. Alors à vous d'agir, signez, résistez, ripostez, aidez-nous financièrement. Ce n'est pas du chiquet, on a vraiment besoin de vous. Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Emmanuel Macron, une nouvelle fois humilié par le président brésilien, cette fois Lula, concernant le Mercosur. Nicolas de Lamberterie reviendra ensuite sur l'élection de la davosienne euromondialiste élue à la tête de l'Assemblée générale de l'ONU, l'écologiste allemande Annalena Baerbock. Et enfin, au Proche-Orient, le Premier ministre Benjamin Netanyahou poursuit ses campagnes de destruction et d'annexion pour remodeler la région. Après la leçon de diplomatie italienne de Meloni, l'humiliation brésilienne avec Lula. Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois ridiculisé dans une séquence qui serait presque drôle si elle n'impliquait pas nos agriculteurs. Et je voudrais vous dire que je ne vais pas laisser la présidence de Mercosur sans conclure un accord avec l'Union européenne. Ouvrez un petit peu votre cœur pour cette possibilité de conclure cet accord avec notre cher Mercosur. Humiliation à l'extérieur en Italie en début de semaine et désormais à domicile à l'Élysée jeudi lors de la visite d'État à Paris du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Ce dernier a publiquement pressé Emmanuel Macron de conclure l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Un sujet sensible pour la France et contesté par la majorité des partis politiques ainsi que par nos agriculteurs. Pour le président des Patriotes, Florian Philippot, il s'agit d'une véritable humiliation pour le président de la République. Ce qui s'est passé, c'est un véritable coup de pression du président brésilien Lula contre Macron sur le Mercosur, puisqu'il a eu quand même le culot au cœur même de l'Élysée, à 1,50 m de Macron en conférence de presse, de lui faire la leçon, ce qui était très humiliant d'ailleurs pour Macron, en lui expliquant qu'il avait parfaitement tort de refuser l'accord de libre-échange avec le Mercosur, que c'était un excellent accord, qu'il fallait qu'il ouvre même son cœur, comme si c'était une question de cœur, de sentiment, et qu'il était même prêt lui-même à aller rencontrer les agriculteurs français pour leur expliquer qu'en fait c'était un très très bon accord. Ce qui est marquant, c'est la position de Macron, qui est quand même à côté comme un petit garçon tout sage, en train de recevoir la leçon. Et ce qui est marquant aussi, c'est ce qu'a répondu Macron, qu'on a moins vu. Macron, en réalité, a commencé à céder en disant que oui, il y avait de très bonnes choses dans cet accord, mais qu'il fallait négocier des clauses miroirs. Bon, on sait que tout ça c'est du vent, les clauses miroirs. Ça n'engage que ceux qui veulent bien y croire. En réalité, il est en train de céder. Et Lula sait qu'il est à son avantage parce que il sait que le commerce c'est une compétence qui appartient à l'Union européenne. D'ailleurs, il l'avait déjà dit en novembre dernier. Il avait dit c'est pas Macron qui décide, c'est Ursula von der Leyen. Et il l'avait dit publiquement. Et donc il sait qu'il est face à un président qui est faible et qu'il est face à un pays qui n'est pas souverain parce qu'il est dans l'Union européenne. Ça donne ça. Voilà, ça donne exactement ça. Une scène humiliante pour la France et une trahison pour nos agriculteurs. Une compétence qui échappe au président de la République et qui échoit à ses maîtres bruxellois. Dans le contexte mondial incertain, avec les surtaxes douanières américaines, le président brésilien entend faire du Mercosur une voie commerciale alternative. Un accord qui n'est pas le seul, ni le premier, ni le dernier. Tant que la France est dans l'Union européenne, l'accord Mercosur est inévitable. Voilà la vérité. Mais pas que le Mercosur. Il y en a déjà eu avant, je rappelle le CETA avec le Canada.
Même si le Parlement français a voté contre, ça n'a eu aucun impact. Il s'applique quand même, car c'est l'Union européenne qui décide. Elle a la compétence exclusive. Et il y a les suivants. Et le nouveau chancelier allemand, Merz, a déjà prévenu, il veut de nouveaux accords de libre-échange. Il veut conclure le Mercosur au plus vite et il veut ensuite se tourner vers l'Inde, vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, toute la zone Pacifique Sud-Est et d'autres accords encore. Et évidemment, la variable d'ajustement, ce sont nos agriculteurs. Il s'agit de vendre des voitures allemandes, des machines-outils, et en réalité de compenser en sacrifiant l'agriculture française. Si Emmanuel Macron a réitéré l'opposition française, soulignant les risques de cet accord pour l'agriculture européenne, un secteur vital pour Paris. Cette position, partagée par des pays comme la Hongrie et l'Autriche, contraste avec le soutien de l'Allemagne et de l'Espagne. Pour Florian Philippot, les agriculteurs pourraient bien reprendre leur mobilisation, tandis que la clé pour permettre à Paris de retrouver sa puissance demeure dans la réappropriation de sa souveraineté. Je crois que les paysans français doivent être prêts à ressortir les tracteurs, que nous, Français, paysans ou pas, on doit être à leur côté parce que ça nous concerne. Ça concerne ce qu'on a dans notre assiette, ça concerne l'alimentation, un art de vivre, la santé publique aussi. Et par ailleurs, sur le fond, la seule solution, ce sera de récupérer notre compétence commerciale, notre compétence agricole, alimentaire. Et il n'y a qu'une seule solution pour cela, c'est de quitter l'Union européenne, d'être un pays souverain comme le sont tous les pays du monde en dehors de l'Union européenne. Voilà, c'est la leçon de cette visite de Lula à Macron, c'est que nous devons être un pays souverain pour être respectés. Cette passe d'armes publique, bien que dans un cadre diplomatique, a mis en lumière les divergences entre les deux dirigeants, malgré leurs relations d'apparence chaleureuse. Le président français, qui s'était réjoui de la victoire de Lula contre Bolsonaro, voit désormais son homologue lui donner la leçon jusque dans le palais d'Élysée. Une Davosienne euromondialiste élue à la tête de l'Assemblée générale de l'ONU. L'écologiste allemande Annalena Baerbock, ancienne ministre des Affaires étrangères, vient de prendre ses nouvelles fonctions à New York. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Annalena Baerbock à la tête des Nations Unies. Elle avait été la première dirigeante européenne à déclarer que l'Europe est en guerre avec la Russie en janvier 2023, lors d'une intervention au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Elle était alors ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, fonction qu'elle a occupée de 2021 à 2025. Née en 1980 à Hanovre, désormais âgée de 44 ans, Annalena Baerbock a milité chez les Verts allemands et est devenue députée fédérale en 2013. En vue des élections fédérales de 2021, elle est devenue le co-leader du parti. Un temps donné au coude à coude avec les sociaux-démocrates du SPD, plusieurs scandales durant la campagne électorale la feront quelque peu reculer, même si son parti rassemble malgré tout le très solide score de 15%, ce qui lui permettra d'entrer dans le gouvernement d'Olaf Scholz aux affaires étrangères. À la suite des élections fédérales de 2025, son parti, les Verts, recule quelque peu, sort de la coalition gouvernementale et se retrouve donc dans l'opposition. Mais un concours de circonstances est venu à la rescousse de la carrière d'Annalena Baerbock. Traditionnellement, la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies est occupée à tour de rôle par des dirigeants issus de différentes zones géographiques, et le tour de l'Europe occidentale était venu. Le poste devait initialement revenir à la diplomate allemande Helga Schmidt, qui a été secrétaire générale de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de 2020 à 2024. Sauf que voilà, à la suite des élections fédérales allemandes de février 2025, les partis du système ne disposaient plus d'une majorité constitutionnelle des 2/3 pour modifier la loi fondamentale allemande, étant donné la progression des nationalistes de l'AfD et de l'extrême gauche Die Linke. Or, le futur chancelier Friedrich Merz, à contrario de toutes ses promesses électorales, souhaitait faire amender l'article 109 de la Constitution qui interdisait les déficits budgétaires excessifs afin de créer 1000 milliards de dettes supplémentaires et de les allouer à l'armement et à la défense. C'est alors qu'un véritable coup d'État institutionnel a été imaginé. Alors que le nouveau Bundestag avait été élu depuis plusieurs semaines, mais n'était pas encore entré en fonction, c'est le Bundestag précédent, élu en 2021, qui a été convoqué en urgence pour modifier la Constitution et supprimer les interdictions constitutionnelles à l'endettement. Initialement, les Verts allemands étaient hostiles à ce coup d'État, mais leur position a évolué lorsque le futur chancelier Merz leur a promis d'allouer une partie des fonds d'endettement à la politique du climat et surtout lorsque le poste de présidente de l'Assemblée générale des Nations unies a été promis au leader des Verts, Annalena Baerbock. Voilà donc pour quel plat de lentilles les Verts allemands ont accepté que l'on torde le bras à la démocratie en Allemagne.
Phénomène qui tend à se généraliser en Europe, comme on a pu le voir ces derniers mois en Roumanie, avec le trucage de l'élection présidentielle, ou en Bulgarie, avec l'adoption forcée de l'euro. Pour en revenir à la nomination d'Anna-Lena Baerbock, cette dernière occupera donc le deuxième poste le plus important de l'ONU, derrière celui de secrétaire général, fonction actuellement occupée par le Portugais António Guterres depuis 2017. Baerbock aura d'ailleurs pour tâche de préparer à ses fonctions le futur secrétaire général, étant donné que le mandat de Guterres prendra fin prochainement. Avec cette nomination de Baerbock, les euromondialistes davosiens placent donc l'une des leurs à un poste de responsabilité élevé. Certes, les Nations Unies n'ont pas toujours un rôle crucial dans les affaires du monde, mais tendent à monter en puissance et à s'efforcer de mettre en œuvre un agenda mondial, notamment si l'on pense à l'agenda de développement durable 2030 des Nations Unies, adopté en 2015, ou à la montée en puissance de l'OMS. Déboussolés par le retour au pouvoir de Trump, les euromondialistes davosiens viennent donc de démontrer une nouvelle fois qu'ils sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Liban, Cisjordanie, Gaza, Netanyahou poursuit ses campagnes de destruction, des frappes et des annexions pour remodeler le Moyen-Orient qui reste suspendu à la capacité de Donald Trump à négocier une nouvelle architecture de sécurité régionale. Explication. Une violation flagrante du cessez-le-feu. Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé le jeudi soir à la tombée de la nuit les frappes israéliennes ayant visé la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Une preuve irréfutable du refus par Israël d'une paix juste dans la région, selon le dirigeant libanais. Le ministre de la Défense Israël Katz a quant à lui répondu qu'il n'y aurait pas d'ordre de stabilité au Liban sans sécurité pour Israël. Une nouvelle tentative d'intimidation donc de l'État hébreu qui poursuit l'objectif d'éradication du Hezbollah lié à l'Iran après avoir assassiné ses principaux dirigeants à l'automne dernier. Une tentative qui suit deux objectifs, selon Fouad Houri Elou, directeur de L'Orient le Jour et auteur du livre Liban, état de survie. La frappe israélienne sur Beyrouth obéit à deux agendas, un agenda local et un agenda régional international. L'agenda régional international, c'est bien entendu celui de l'Iran. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont dans une phase particulièrement délicate, où les Américains ont envoyé des conditions écrites, une proposition écrite, et l'Iran est en train de hausser les enchères face à cela et de poser lui-même ses conditions. En parallèle, il y a également la question du désarmement du Hezbollah au Liban même, où le Hezbollah a également haussé les enchères en posant des conditions très strictes pour son désarmement potentiel. Et donc face à cela, Israël essaie d'envoyer deux messages, un au Hezbollah, le deuxième à l'Iran. Et puis derrière, il envoie un message aux États-Unis en leur demandant la fermeté. Pour l'heure, Trump accuse en public l'ayatollah Khamenei de traîner les pieds dans les négociations et refuse officiellement tout enrichissement d'uranium. Reste que les Iraniens ont indiqué avoir reçu via les médiateurs omanais une proposition américaine. Selon le New York Times de mardi, l'administration Trump pourrait autoriser temporairement l'Iran à enrichir l'uranium à un faible niveau, trop bas pour constituer une arme nucléaire, avant de conclure un accord plus complet. Une perspective qui ne saurait néanmoins plaire à Netanyahou, qui poursuit sa guerre tous azimuts, malgré la lassitude, voire la colère de tous. Netanyahou, de manière générale, poursuit une politique de suprématie. Il l'a dit dès le 7 octobre 2023, il a l'intention de changer le visage du Moyen-Orient. Et donc, malheureusement, ça passe par des frappes successives à Gaza qui est en train d'être détruite, qui a déjà été détruite en grande partie, en Cisjordanie où il est en train de changer la réalité sur le terrain. On le voit de plus en plus de jour en jour, avec notamment la prise en main du cadastre dans la zone C, et au Liban où il est en train de poursuivre les frappes et où il essaye de changer les réalités politiques et sécuritaires sur le terrain. Et derrière ça, il y a la tension en Syrie, qui est un point focal du conflit régional, où Israël essaie aussi de s'imposer face à la Turquie, après avoir mis
quasiment l'Iran en dehors de Syrie. Il essaie de s'imposer face à la Turquie. Il y a 2 semaines à Gaza, Tsahal a lancé l'opération Chariot de Gédéon visant à occuper l'enclave avec ses troupes afin d'étrangler définitivement le Hamas, qui a indiqué hier être ouvert à de nouvelles négociations de trêve. 1,4 million de repas ont été distribués par la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël, mais les morts s'accumulent. 37 hier, selon les autorités palestiniennes, la part tragique des 50 000 tués ayant déjà été dépassée. L'OMS a lancé de son côté un appel désespéré aux autorités israéliennes pour protéger les 2 derniers hôpitaux publics encore en activité dans le sud de la bande, Al-Nasser et Al-Amal. En Cisjordanie, trou noir de l'attention mondiale en raison du focus sur Gaza, Tsahal et les colons israéliens poursuivent les occupations illégales. Cette région, elle aussi enclavée, subit les raids nocturnes de l'armée israélienne qui a lancé l'opération Mur de Fer en janvier dernier, officiellement pour contrer la recrudescence d'attaques palestiniennes contre des civils et soldats israéliens. Dans les faits, plus de 500 000 colons vivent désormais dans des implantations jugées illégales par l'ONU, n'hésitant pas à attaquer des villages palestiniens isolés. 860 attaques avaient ainsi été recensées par l'autorité palestinienne de résistance au premier trimestre 2025. Face à cette guerre quasi totale, tous les regards se tournent vers Washington et Donald Trump, premier allié de l'État hébreu, sans qui l'action militaire israélienne serait impossible. Or, le dirigeant américain, visiblement, marche sur une ligne de crête, concédant certaines choses à Netanyahou pour lui imposer d'autres exigences. Trump semble laisser à ce dernier les mains libres à Gaza et sanctionner hier 2 juges de la Cour pénale internationale ayant émis un mandat d'arrêt international visant le dirigeant israélien. Mais Trump veut à tout prix de la retenue face à l'Iran. Bien sûr, le Premier ministre de l'État hébreu semble lui aussi sur une ligne de crête dans son propre pays. Mais selon Fouad Ourielou, cela ne suffira pas pour mettre un terme à son pouvoir et à la politique dévastatrice qu'il mène. Netanyahou est à la fois fragilisé et ne l'est pas, parce qu'il a certes une coalition politique hétérogène, voire hétéroclite, et avec notamment le problème des juifs religieux qui refusent de faire le service militaire, ce qui pourrait fragiliser sa coalition. Et il est soumis à des critiques de plus en plus fortes au plan interne et au plan international. Mais d'un autre côté, il y a une radicalisation extrême de la société israélienne aujourd'hui. Il y a une montée aux extrêmes depuis un quart de siècle. Et donc, il n'existe pas en Israël même d'alternative à ce que fait Netanyahou. Il n'y a pas d'alternative à la politique sécuritaire réellement au niveau de l'offre politique. Donc l'alternative en fait pourrait venir de l'international. Ce qu'il faut, c'est un système de sécurité régional qui rassure les Israéliens et tous les autres acteurs. Et ça, seuls les États-Unis sont en mesure de l'offrir. Et cela va dépendre des discussions avec l'Iran et de l'évolution de la situation générale sur le terrain. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Des manifestations peu suivies et un vote surtout symbolique, alors que la CGT a appelé à manifester contre le report de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans jeudi. La mobilisation a été famélique avec des cortèges de quelques centaines de personnes un peu partout en France et à peine quelques milliers dans de grandes agglomérations. Pendant ce temps, les députés présents dans l'hémicycle adoptaient une résolution symbolique du groupe communiste pour abroger cette réforme. Contrairement à la mobilisation unitaire de 2023, la CGT se retrouve presque seule, solidaire s'abstenant, et la FSU ne s'engageant pas pleinement. Les autres syndicats comme la CFDT ou Force ouvrière privilégient le dialogue ou redéfinissent leur stratégie. Échec sécuritaire et blabla parlementaire. Malgré le déploiement de 5400 policiers et gendarmes à Paris, la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions samedi a été marquée par des violences prévues. Affrontements, pillages et dégradations ont été le lot à Paris, notamment sur les Champs-Élysées, et dans plusieurs villes de France, entraînant 642 interpellations, 300 gardes à vue et plusieurs comparutions immédiates. Face à ces graves dysfonctionnements, la commission des lois de l'Assemblée nationale auditionnera le préfet de police Laurent Nunez le 10 juin et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ultérieurement. L'objectif est d'éclaircir les failles du dispositif de sécurité et d'évaluer les politiques publiques. Comme pour les violences que nous avions prédites sans trop de mérite, on peut prédire que ces bavardages politiques ne déboucheront sur rien et même affirmer qu'il y aura des incidents de même nature pour le 14 juillet, notamment sur les Champs-Élysées. Et pendant ce temps, certains risquent la prison ferme pour une banderole. Mercredi, des peines de 4 mois avec sursis à 4 mois ferme ont été requises au tribunal correctionnel de Paris contre 13 personnes. Ce qui leur est reproché est une banderole désapprouvant la prestation de la chanteuse malienne naturalisée française Aya Nakamura pour l'ouverture des JO de Paris. La banderole dénonçait le style vulgaire et l'africanisation de nos chansons populaires. Selon le procureur, l'intention était de l'empêcher de participer à l'événement en raison de ses origines.
Difficile de voir en quoi une banderole peut empêcher une personne de faire quoi que ce soit. Parmi les prévenus, le porte-parole du groupe identitaire Les Natifs dénonce un problème de liberté d'expression et d'indépendance du système judiciaire. Un chauffeur de bus agressé pendant son travail est menacé de licenciement par sa hiérarchie. Le 7 mai, à Bordeaux, un conducteur des bus Keolis a été roué de coups par un passager après lui avoir demandé de quitter le bus. En effet, l'individu serait rentré en fraudant et en insultant le conducteur. Après l'agression, le chauffeur a subi une double opération de l'épaule. En sortant de la clinique, il reçoit une convocation pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, le 17 juin prochain. En effet, il n'aurait pas respecté les règles de l'entreprise en cas d'agression. L'actualité internationale en bref. Ce qui devait arriver arriva. Le couple Donald Trump-Elon Musk a divorcé avec fracas jeudi, après plusieurs semaines de tensions grandissantes autour de la loi budgétaire du président. Les deux figures de la politique américaine se sont assénées des coups particulièrement rudes par médias interposés. Le dirigeant américain s'est dit déçu par Musk, menaçant de supprimer les contrats et subventions fédérales dont bénéficient Tesla et SpaceX. Musk a quant à lui menacé de paralyser le programme spatial américain et déclaré que sans lui, Trump aurait perdu l'élection. Il a ensuite affirmé que le président figurait dans les fichiers Epstein, du nom de l'homme d'affaires mort en prison en 2019 alors qu'il était accusé d'un vaste trafic sexuel impliquant la classe dirigeante américaine. La Banque centrale européenne a abaissé jeudi son taux de dépôt de 0,5 points à 2%, marquant une 8e baisse en un an face à une inflation retombée à 1,9% en mai, proche de l'objectif de 2%. Cette décision, soutenue par des prévisions d'inflation revues à la baisse pour 2025, reflète un reflux des prix de l'énergie et un euro plus fort. Cependant, l'incertitude liée aux droits de douane américains, notamment les taxes de 50% sur l'acier et l'aluminium, pèse sur la croissance, prévue à 0,9% en 2025 et 1,1% en 2026. La BCE, prudente, adopte une approche réactive, scrutant les données réunion par réunion face aux tensions commerciales et à la faiblesse économique continentale. Les Anglais ne seront bientôt plus chez eux. Mardi, le politologue Matt Goodwin, professeur à l'université de Buckingham, a affirmé que les statistiques permettent de prévoir que dans les 40 années à venir, les Britanniques sans parents immigrés pourraient devenir minoritaires. Selon les projections de l'Office national des statistiques et des recensements, leur part dans la population pourrait passer de 73% aujourd'hui à 57% d'ici 2050 et en dessous de 50% vers 2063. Non seulement la démographie des femmes musulmanes est plus importante, 2,35 enfants par femme contre 1,54 pour le reste de la population, mais les traversées clandestines de la Manche explosent, 431 000 personnes en 2024 après un pic de 860 000 l'année précédente. L'Empire du Soleil Levant aussi dans une dramatique phase de déclin démographique. En 2024, le Japon a enregistré un record historique avec seulement 686 061 naissances, soit plus de 40 000 en moins qu'en 2023, marquant une 9e année consécutive de baisse avec plus de 20 000 territoires où les plus de 65 ans dominent. Le taux de fécondité est tombé à 1,15, tandis que les décès, 1,6 million, doublent les naissances. Cette urgence silencieuse, comme l'appelle le Premier ministre Shigeru Ishiba, menace les systèmes de santé, d'assurance et de retraite. Ishiba promet des mesures comme des horaires de travail flexibles et une revitalisation des zones rurales pour encourager les naissances. Le coût de l'éducation, la stagnation économique et les évolutions sociétales découragent les jeunes japonais à fonder une famille, laissant planer le danger d'un recours à l'immigration pour un pays qui a, jusqu'à présent, préservé son intégrité ethnique. Ce soir, tête à clash et demain pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit l'ancien colonel de l'armée suisse, spécialiste du renseignement, Jacques Beau, pour évoquer l'avenir du conflit en Ukraine et la récente opération Toile d'araignée. Dimanche, les conversations et terre de mission. Enfin, pour le lundi de Pentecôte, pas de journal, mais vous pourrez regarder Politique Éco dès 10h. Olivier Pichon reçoit Jean-Yves Le Gallou pour son ouvrage Mémoires identitaires. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne route aux marcheurs. À mardi.